Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle interview dans le cadre de l'élection présidentielle avec aujourd'hui Hélène Touy du Parti animaliste. Comme d'habitude, l'interview réalisée donc en partenariat entre le pluraliste que je représente et donc aujourd'hui Florent Dudranche. C'est ça, c'est Antoine que vous aviez l'habitude de voir, mais effectivement aujourd'hui c'est moi qui le remplace. Je suis l'autre cofondateur du journal Le Dranche. Comme on a déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, là, pour nous, aux pluralistes, on a vocation vraiment à s'intéresser aux candidats et aux partis politiques qui sont peu médiatisés. Donc dans le cadre de cette élection présidentielle, ça nous paraît tout naturel de solliciter des candidats qui portent des projets qui nous amènent à réfléchir et qui portent des perspectives nouvelles. Non, je pense que tu as dit effectivement ce qu'il fallait dire. Je pense on a le plaisir du coup de recevoir aujourd'hui Hélène Touy du Parti animaliste. Donc bienvenue. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Hélène Touy, je suis avocate de profession, militante pour les animaux depuis que je suis très jeune. Et j'ai cofondé le Parti animaliste en 2016, donc un parti qui a fait de la cause animale l'un de ses chevals de bataille. Et je suis candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour ce parti. Alors, vous l'avez dit, le Parti animaliste a été créé en 2016. En 2017, vous aviez déjà créé une liste pour les élections législatives, en créant d'ailleurs un peu la surprise, puisque vous aviez atteint un score presque identique à celui du Parti communiste, 2,1%. Aux européennes. Aux européennes, pardon. Ouais. Oui, pardon. Aux législatives, vous aviez dépassé le seuil des 1% dans 86 circonscriptions, c'est ça. Donc effectivement, après les européennes, donc un score en augmentation. C'est dans la marche naturelle des choses pour vous, cette candidature à la présidentielle ? Oui, tout à fait. Avec les européennes, on a réussi à prouver que la question animale, c'était une question politique à part entière, et qu'il y avait des forts enjeux derrière cette question animale et des fortes attentes des citoyens. On a prouvé effectivement que sans aucune médiatisation, sans médias et sans moyens financiers, on pouvait faire 2,2%, et alors qu'on a eu par ailleurs d'autres obstacles, notamment dans la livraison de nos bulletins. Et donc ce score, effectivement, comme vous l'avez dit, a été remarqué. Il a surpris beaucoup parce que beaucoup n'ont pas imaginé qu'on pouvait faire 2,2%. Et donc, on a réussi à montrer que c'était une question politique, mais ça ne suffit pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des avancées concrètes pour les animaux. Et l'élection présidentielle, c'est donc effectivement dans la continuité des précédentes élections, et c'est aussi pour ça qu'on y va. Alors le 1er décembre, là, finalement, donc très récemment, est paru donc au journal officiel la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et donc qui vise à conforter également le lien entre les animaux et les hommes avec certaines avancées qui sont pas négligeables, comme par exemple la fin de l'élevage des visons d'Amérique, l'interdiction des manèges japonais, le durcissement des sanctions pour ces vices graves portés aux animaux. Vous avez réussi à imposer ce sujet de la cause animale. Aujourd'hui, un parti politique est obligé de passer par là. Quel regard vous portez sur cette évolution et sur les avancées qu'il y a eu pendant ce quinquennat notamment ? Alors, évidemment, on se satisfait du fait qu'il y ait des mesures favorables aux animaux qui aient été adoptées par cette loi. Donc, évidemment, toutes les mesures qui sont contenues dans cette loi sont importantes parce qu'elles étaient attendues par les citoyens depuis longtemps et qu'il était important qu'il y ait des pas en faveur de la protection des animaux. Donc, évidemment, on s'en réjouit. Par contre, cette loi, elle est très, très insuffisante au regard des effroyables souffrances que subissent des millions d'animaux. C'est 3 millions d'animaux d'élevage qui sont tués chaque jour en France. Et cette loi ne porte absolument aucune mesure, aucune amélioration pour les animaux d'élevage. Non plus pour les animaux tués à la chasse, pas plus que pour les animaux dans l'expérimentation animale ou dans les loisirs, comme la corrida par exemple. Et donc finalement, cette loi, elle doit être saluée, mais elle est très insuffisante et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à se mobiliser pour les animaux. Donc le Parti animaliste, c'est un parti monothématique donc qui a fait le choix de se concentrer sur la
thématique animale. Et pour autant, alors, dans votre déclaration de campagne, vous avez dit, alors je vais vous citer un petit peu, « Ma candidature est une réponse à l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Elle est aussi le résultat de leur trahison, de leur obsession du court terme, de leur empressement à servir les intérêts des plus riches et des plus influents au détriment de la justice, de la plus élémentaire moralité et de la volonté populaire. » Et en fait, en entendant ça, on pourrait s'attendre à ce que vous remettiez en cause bien plus de choses et finalement des cadres bien plus généraux que simplement la cause animale. Alors, la cause animale, en fait, quand on commence à s'y intéresser, elle renvoie à des enjeux beaucoup plus importants et finalement aussi à la structuration de notre société. Et elle renvoie également à des questions de démocratie, à des questions profondément de justice. Dans l'esprit commun, la justice, c'est le fait que l'on prenne soin notamment de ceux qui sont en position de précarité, de difficulté, et donc que le droit notamment et l'État, qui est en situation de force, rétablissent un certain équilibre. Et donc finalement, quand on se penche sur la question animale, on se penche très cruellement sur la question de la justice et sur la question de notre rapport à l'autre individu, qu'il soit animal, puisque c'est notre sujet, mais aussi qu'il soit humain. Et donc s'interroger sur la façon dont on considère l'autre, c'est effectivement, de façon générale, s'intéresser à notre rapport à l'autre. Et en ça, effectivement, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus novateur que ça peut y paraître de prime abord. Et par exemple, pour revenir sur un passage précis, le fait de parler des plus riches, quel est leur impact négatif, du coup, sur la cause animale ? Alors, ce que l'on voit, c'est que la façon dont on traite les animaux, et tout particulièrement dans les élevages industriels et intensifs, ça ne profite qu'à une petite poignée d'industriels, qu'à une petite poignée de coopérateurs qui sont dans les coopératives, et ni à la société dans son ensemble, ni même aux éleveurs qui vivent dans des conditions dramatiques, avec 300-400 euros par mois. Et donc, c'est une infime minorité des personnes qui font profit de l'exploitation des animaux et de l'exploitation des humains. Et c'est toujours pareil, on privatise les profits dans ce cas-là, par contre on socialise les pertes et toutes les conséquences négatives, notamment en termes de sanitaires, parce qu'on le voit, et environnementales. Les élevages intensifs et industriels ont des conséquences gravissimes pour l'ensemble de la population. Peut-être une question, je me doute que vous n'allez pas forcément être d'accord, mais est-ce que le fait d'avoir, ou dans l'imaginaire collectif, ou même historiquement, est-ce que le fait d'avoir de la viande, et notamment une consommation de viande accessible à tous et pas chère, alors peut-être au détriment effectivement des éleveurs, est-ce que c'est pas un progrès social qui bénéficie au plus grand nombre ? Alors, il y a un leurre quand on dit que la viande n'est pas chère, parce que la viande est chère, elle est seulement extrêmement subventionnée par les impôts publics, donc elle coûte très cher aux citoyens. Et surtout, elle ne prend pas en compte ce que l'on appelle les externalités négatives, les coûts environnementaux notamment. Donc en fait, la viande, elle est chère. Il y a eu une étude qui disait que si on devait payer la viande au prix de son coût réel, donc avec les externalités, un steak coûterait 10 euros. Donc je pense qu'il faut sortir de l'idée que manger de la viande à chaque repas, c'est quelque chose non seulement de profitable, mais d'enviable. Au contraire, surtout dans les conditions où elle est produite absolument dramatiques, avec les conséquences aussi sur la santé humaine, c'est pas du tout un synonyme aujourd'hui de richesse, mais plutôt un signe de mal-être que de consommer autant de produits d'origine animale dans des conditions dramatiques de production. Et peut-être pour répondre déjà à une première question d'Internet, Eclavius nous demande subventionner sous quelle forme ? Alors, il y a plusieurs formes. Déjà, la PAC, via la PAC, il y a énormément de subventions publiques qui sont attribuées aux éleveurs. Et on peut consulter d'ailleurs ces subventions publiques via le site Télépac. Et après, il y a aussi toutes les campagnes de promotion de la viande, de promotion. Là, on arrive en fin d'année avec toutes les campagnes de promotion publicitaire financées par l'Union européenne et la France sur le foie gras. Oui, il y a énormément d'argent public qui est gaspillé. Peut-être on va rester sur le côté strictement politique. Une des questions qui nous est beaucoup venue auprès de notre communauté, c'est de dire, est-ce que, finalement, pourquoi porter une candidature seul, ou en tout cas avec le parti animaliste, mais sans alliance, alors qu'effectivement, et c'est souvent un des reproches qui est fait à la gauche par les partisans de gauche en ce moment, que ça risque potentiellement de diviser les voix, alors qu'on a vu effectivement que la question animale était présente dans certains programmes, notamment à gauche, un peu moins à droite a priori, mais en tout cas était présente notamment à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de diviser les voix, et finalement pourquoi avoir choisi cette option de partir seul pour la présidentielle ?
Alors c'est vrai que c'est un reproche qui est souvent dit de la division. C'est un argument que je trouve toujours extrêmement étonnant parce que il y aurait des personnes qui seraient légitimes à parler au nom, à défendre des idées et selon quels critères d'ailleurs, et puis d'autres qui seraient absolument pas légitimes. Je trouve que c'est une façon très particulière de considérer le pluralisme politique, l'expression démocratique des citoyens et des candidats dont je fais partie. Donc déjà, de ce point de vue-là, ça pose une sérieuse question. Et pour répondre à votre question sur le reproche de diviser des voix de gauche, le Parti animaliste n'est pas un parti de gauche. Le Parti animaliste est un parti transpartisan qui rassemble des personnes de sensibilité de gauche, mais aussi de sensibilité de droite, ou aussi des personnes qui ne se reconnaissent ni à gauche ni à droite, qui n'ont même pour beaucoup jamais voté et qui voient dans la caisse animale une caisse si importante qu'il faut se mobiliser pour les élections et on redonne même l'envie de voter à des personnes qui avaient complètement déserté les urnes. Donc dire que l'on prend des voix à telle ou telle formation politique, non seulement c'est faux, les voix des animalistes, elles sont pour les animaux, elles n'appartiennent à personne d'autre et donc on ne divise personne, on porte juste une question qui est fondamentale pour un nombre croissant de citoyens. Et donc, peut-être juste pour finir sur la question d'Internet, si jamais il devait se dérouler une primaire populaire, qui pour le coup est clairement marquée à gauche, vous y participeriez pas du coup? Non, parce qu'effectivement, on est transpartisan et qu'il y a des électeurs de sensibilité de droite ou qui n'ont pas de sensibilité politique qui voteront pour les animaux. Donc de ce que vous dites, on en déduit logiquement que vous appelleriez pas vos électeurs à se rassembler à une autre formation politique, par exemple, si vous n'êtes pas présent au deuxième tour. Aucune consigne de vote. Absolument. Pour deux raisons. Première raison, comme je l'ai dit, c'est qu'on est transpartisan et que l'on rassemble des personnes de sensibilité de gauche, de droite ou qui ne se reconnaissent dans aucune sensibilité. Et la deuxième des raisons, c'est parce que j'ai du respect pour les électeurs et que je considère que c'est extrêmement infantilisant que de considérer qu'on peut donner comme ça des consignes, comme un instituteur ou un professeur donnerait une consigne à ses élèves qui devraient s'exécuter. Non, les électeurs sont des personnes intelligentes, éclairées, qui font leur choix en conscience. Et je pense qu'aucun responsable politique n'a de consigne à donner à personne. En parcourant votre programme, j'ai été assez interloqué par le fait que chez les candidats, la question du financement est souvent mise en avant comme un peu un gage de crédibilité. Dans votre programme, il n'y a aucune question du coût des mesures qui apparaît. C'est un choix délibéré ou c'est peut-être des difficultés en interne à pouvoir vous pencher en détail sur ces questions-là? Alors non, le programme de la présidentielle, il est en cours de finalisation parce que nous sommes un parti qui a la chance d'avoir beaucoup de militants, mais qui sont concentrés sur la recherche des parrainages. Et donc ça nous prend beaucoup de temps. On n'a pas des moyens financiers des autres formations politiques. Donc on est obligé de faire les choses par étapes et le programme a pris un peu de retard. Mais évidemment, le volet économique est dans le programme actuel en cours de rédaction. Et évidemment, les mesures sont chiffrées. Alors, une question, non ? Non, je suis prêt. D'accord. Vous avez la volonté d'institutionnaliser le rôle et la place des animaux en les inscrivant, en leur laissant une place vraiment dans la Constitution. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu en détail la vision que vous avez de cette inscription des animaux dans la Constitution ? Alors la Constitution, déjà il faut rappeler que c'est le texte fondamental d'un État de droit, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres et celui qui prédomine et qui prévaut. Donc ça veut dire que toutes les normes, elles sont inférieures, que ce soit les lois, que ce soit les règlements, que ce soit les arrêtés, et donc elles doivent être conformes à cette Constitution. Et donc mettre dans la Constitution, dans ce texte supérieur, dans ce texte fondamental, la protection des animaux, c'est s'assurer que l'ensemble des normes de notre État prennent en compte et respectent cette protection des animaux. Est-ce que ça peut rentrer en contradiction quand même avec l'échelon européen qui en fait pour le coup prévaut quand même sur les textes français? Alors, il y a sur la question il y a la primauté du droit européen, mais il y a une conciliation entre les normes de droit de l'Union européenne et les normes constitutionnelles. Un conflit quand il y a un conflit, on doit résoudre ce conflit.
Est-ce que du coup, pareil, une première question, on parle des animaux. Je lisais sur votre site notamment, alors dans différents endroits de votre programme, il y avait des distinctions de catégories d'animaux. C'est vrai que je prends l'exemple un peu extrême toujours, mais dire les insectes aussi, c'est des animaux, est-ce qu'il faut les protéger aussi? C'est quoi un peu finalement la limite un peu dans les animaux que vous voulez faire, ou peut-être quelle catégorie d'animaux et quel niveau de protection un peu pour chacune de ces catégories d'animaux? Alors déjà, quand on parle des animaux, souvent et jusqu'à présent, les animaux sont envisagés comme une espèce de gros tout, et en tant qu'espèce, souvent pour la pêche, par exemple, on parle même de stock. Voilà. Nous, ce que l'on veut dire, c'est que les animaux, derrière chaque animal, il y a un individu qui a des intérêts et qu'il faut défendre. Donc c'est pour ça que l'on ne parle pas jamais d'espèces, mais on parle d'animaux. Sur les animaux, les catégories d'animaux, il y a des distinctions en fonction de la relation que les animaux vont avoir ou de la place que les animaux vont avoir dans la société. Alors il y a un terme qui est très désagréable à utiliser, mais qui est celui qui est employé, les animaux de rente, on utilise ce mot-là, les animaux de compagnie et les animaux liminaires également. Et donc en fonction de la place des animaux dans notre société, de leur relation avec les humains, ça commande, à notre sens, un régime juridique, des règles qui soient différenciées. Peut-être rappeler, c'est quoi un animal de rente ou un animal liminaire? Alors, les animaux de rente sont ceux qui sont utilisés dans les élevages, ce sont les animaux domestiques qui sont exploités pour être consommés, pour servir de biens, de produits de consommation. Les animaux liminaires sont ceux qui vivent à proximité des humains, tout en n'étant pas des animaux de compagnie. C'est les pigeons, c'est les rats, voilà. D'accord. Et alors, outre la question des animaux, vous vous positionnez quand même sur la question de la démocratie. Vous revendiquez la mise en place du RIC, alors législatif et abrogatoire. Pourquoi avoir choisi ces deux formes de RIC particulièrement et pas les autres, par exemple le RIC constituant ? Alors, ce que je veux dire déjà, c'est que le RIC, il est au programme du Parti animaliste depuis la création du Parti animaliste, donc depuis 2016. Et en fait, parce que ça répond aussi aux raisons qui ont conduit à la création du Parti animaliste. Si le Parti animaliste, à un moment donné, a été créé, c'est parce que les militants animalistes que nous sommes n'ont pas réussi à faire comprendre aux autres formations politiques qui existaient l'enjeu de la question animale. Elles n'ont pas réussi à ce que le législateur s'empare de la question animale et à ce que des lois interviennent pour protéger les animaux et que des lois qui, au contraire, portent atteinte aux animaux puissent être abrogées. Et donc, à partir de là, effectivement, logiquement, nous avons inscrit le RIC dans notre programme parce que nous considérons qu'à un moment donné, s'il y a une telle défiance des citoyens, une telle abstention qui croît après élection, c'est parce qu'il y a un véritable décalage entre les attentes des citoyens et leur transcription dans le domaine notamment législatif, et qu'il est donc, le RIC est un outil qui est un outil fondamental. Ouais, c'est ce que vous disiez sur le site, vous mettez 3 cas statistiques en disant tant de pourcents des Français demandent, tant de pourcents des Français sont pour, etc. Sur quel point justement peut-être il y a c'est quoi pour vous la plus grande source de frustration entre ce qui semble faire consensus chez les Français et qui n'est pas représenté justement dans la loi? Alors, il y a énormément de sujets, mais ça, c'est vraiment un axe très important. C'est que comme on est une formation politique, comme on s'inscrit dans un état de droit et dans un processus démocratique, on s'attache vraiment à porter des mesures qui sont très attendues par les citoyens, pour montrer aussi justement qu'on a un problème de démocratie parce qu'on a des fortes attentes citoyennes que l'on arrive à mesurer et qui ne débouchent pas sur des mesures concrètes. Et donc toutes ces mesures, on les porte sur ce principe-là. On peut citer bien sûr plusieurs mesures. La fin de l'élevage intensif et industriel, il y a plus de 80% des personnes qui veulent en finir. La corrida, pareil. La fin des animaux dans les cirques, pareil. Les repas végétariens, on est à 60% des Français qui veulent au minimum 2 plats végétariens dans la restauration scolaire. Enfin, il y a tout un tas de mesures, effectivement, qui sont majoritairement soutenues par une majorité de citoyens et qui pourtant n'avancent pas. Pour revenir sur la question du RIC, est-ce que vous avez réfléchi aux modalités pratiques? Par exemple, les seuils à partir desquels une proposition des citoyens serait évaluée par les parlementaires. Enfin, quelle serait la procédure?
Alors, il y a plusieurs options qui peuvent exister. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le référendum d'initiative partagée, donc qui est différent que le RIC, exige un nombre de signatures qui est très difficile à réunir et qui est beaucoup trop. Donc un chiffre d'1 million serait quelque chose de beaucoup plus raisonnable qui permettrait à la fois de sécuriser le processus pour que peut-être il n'y ait pas non plus une vague d'utilisation de ce RIC, tout en permettant à un nombre significatif de personnes de le mettre en œuvre. Et donc 1 million, c'est un chiffre qui est souvent avancé comme à la fois raisonnable et accessible. Il y a deux questions qui reviennent déjà assez souvent. La première, c'est, on a vu il y a quelques mois maintenant, mais la primaire Europe Écologie Les Verts, c'est un des partis qui a mis un accent particulier, en tout cas sur la cause animale, et plusieurs personnes demandaient quelles étaient les différences, ou est-ce qu'il y en avait déjà, entre juste la question, la partie animale, conditions animales d'Europe Écologie Les Verts, et finalement ce que demande le parti animaliste. Déjà, il y a une différence historique qui fait que si à un moment donné le parti animaliste s'est créé, c'est parce qu'aucune formation politique n'avançait sur ces sujets-là, ne prenait la mesure des enjeux de cette question-là, et donc y compris évidemment ELV. Ça veut dire qu'ils ont mis à jour, ou en tout cas qu'ils se sont développés sur cette partie-là, aussi en partie sous influence du parti animaliste? En partie, oui, bien sûr. Évidemment, le score que l'on a fait aux européennes a montré que c'était un sujet important pour les Français, un enjeu électoral aussi, ne soyons pas dupes. Mais c'est tant mieux. Nous, ce que l'on porte depuis la création du parti, c'est que l'on veut que la question animale, elle irrigue toutes les formations politiques. Donc, plus les formations politiques seront ambitieuses sur le sujet de la question animale, plus on se donnera les moyens et les chances que la question animale, elle avance. Et pour répondre plus précisément à votre question, il faut regarder en détail les propositions. Quand, par exemple, parfois, il m'est dit mais la fin de l'élevage intensif est une mesure commune qui est portée. Jusque-là, oui. Mais quand on va un peu plus loin, non. D'abord, l'élevage intensif et industriel, il est question que de l'élevage industriel, pas de l'élevage intensif, ce qui n'est pas la même chose. Alors peut-être rappeler en quelques mots la différence entre les deux. L'élevage intensif, c'est, même s'il n'y a pas de définition officielle, mais il y a quand même plus ou moins un consensus de la plupart des associations sur ce terme-là, c'est l'élevage qui ne permet pas l'accès au plein air des animaux, ce qui est indépendant de la forme industrielle. Vous pouvez avoir un élevage, un petit élevage, par exemple, de lapins, où les animaux, les lapins sont enfermés dans des cages minuscules, n'ont aucun accès au plein air, et pourtant on ne sera pas dans un élevage industriel. Donc c'est pour ça qu'on précise toujours élevage intensif et industriel. Donc déjà, il y a cette divergence. Ensuite, une fois que l'on dit on veut arrêter ce modèle-là, c'est bien, c'est une première chose, mais il faut expliquer sous combien de temps. Donc nous, c'est à échéance de 5 ans, durant le mandat, avec immédiatement une interdiction d'extension et de création de nouveaux élevages industriels intensifs, et sur 5 ans, un accompagnement des éleveurs pour sortir de ce modèle, pour qu'à la fin des 5 ans, on sorte de ce modèle. Il faut aussi assumer, une fois qu'on dit on veut sortir de l'élevage industriel et intensif, il faut assumer qu'on ne peut pas continuer à consommer des produits d'origine animale dans les proportions où on le fait aujourd'hui. C'est pas compatible. Donc ça veut dire, c'est ce que l'on porte, de réduire drastiquement et à hauteur de 50% à la fois la production et la consommation de produits d'origine animale. Et donc ça veut dire réorienter nos éleveurs que l'on va sortir de l'intensif vers de la culture végétale, locale, multiplier l'agriculture et la culture de légumineuses qui sont d'un point de vue nutritif très importants. Il y a ça. Après, au niveau donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas s'arrêter à la seule mesure. Il faut vraiment creuser pour aller voir les différences. Et en ça, on est très différents. On est dépourvu d'ambiguïté sur le fait qu'on veut réduire de 50%. On ne peut pas continuer à consommer des produits d'origine animale dans ces proportions-là, et on le chiffre. Et pour ça aussi, on a des mesures connexes, à savoir que dans la restauration collective, dans la commande publique, il faut aussi aller vers de la végétalisation de l'alimentation. Alors, il y a, par rapport au repas végétarien, il y a la loi climat et résilience donc, qui a été publiée en fin août au journal officiel, donc qui prévoit qu'à partir du 1er janvier là, de 2022, il y aura un menu végétarien au moins une fois par semaine dans les services de restauration collective scolaire, et possible quotidiennement sur la base du volontariat
Même chose, donc vous souhaitez plutôt deux fois par semaine? C'est un minimum, et pas en option, en repas pour tout le monde. D'accord. Alors là, lorsque vous avez parlé de sortir de l'élevage industriel et intensif, vous avez évoqué le fait d'inciter les éleveurs à aller vers un modèle végétal. Pour autant, est-ce que vous encourageriez les pratiques d'agriculteurs alternatifs qui vont dans le sens davantage du bien-être animal? Par exemple, fin septembre, il y a une agricultrice, donc Émilie Janin, qui a commencé une activité d'abattage des animaux sur la ferme. Donc c'est avec 3 semi-remorques qui viennent et qui permettent aux animaux, alors, voilà, il n'y a plus de transport, les animaux donc sont mis à mort dans l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est des mesures vers lesquelles vous inciteriez les éleveurs à aller? Non, parce que ce que j'ai dit il y a quelques secondes, c'est qu'on doit assumer de réduire de façon importante, 50%, notre consommation de produits d'origine animale. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre production animale que l'on doit arrêter et que l'on doit s'orienter vers des productions végétales. Ça, sinon, il y a un problème de compatibilité. Et vous parlez de l'abattage, comme on dit, à la ferme. Ça ne résout absolument pas le problème du défaut de contrôle. Parce que ce que l'on voit, notamment dans les abattoirs, avec tous les scandales que l'on connaît, c'est que toutes les infractions en matière de protection animale, les services vétérinaires sont totalement défaillants, non seulement à les sanctionner, et à les faire cesser. Et donc, s'ils ne sont pas capables d'être présents dans les abattoirs, qui sont seulement quelques lieux, on sait très bien, ils sont insuffisants, il n'y a pas suffisamment de personnel, on sait très bien qu'ils ne seront pas en mesure de contrôler l'abattage à la ferme. Mais ça paraît quand même étrange que des agriculteurs qui ont vu quand même des animaux grandir et auxquels ils sont attachés puissent permettre des dérives comme ce qu'on voit dans les vidéos de L214. Ah, votre remarque est amusante parce qu'effectivement, à chaque fois que notamment lorsque la première vidéo est sortie en 2015 de l'abattoir d'Alès, la première réaction, ça a été de dire « Ouh là là, celui-là, c'est l'exception, mais dans tous les autres abattoirs, tout va très bien. » Et donc, effectivement, tout le monde s'est accordé pour fustiger les pratiques de cet abattoir qui n'étaient pas conformes, etc. et à rassurer tout le monde, et en premier lieu le consommateur, en nous disant « Tout va très bien ailleurs ». Puis, quelques semaines après, il y a eu un second abattoir, un petit abattoir bio, l'abattoir du Vigan. Et parce qu'évidemment, dans le premier abattoir à l'Est, on nous a expliqué que c'était des cadences infernales, un abattoir industriel, etc. Quelques semaines après, on a eu un abattoir bio, l'abattoir du Vigan, pareil, sévices graves, une violence institutionnalisée, des non-conformités graves. Et là, évidemment, ceux-là même qui nous expliquaient que c'était l'abattage industriel qui était en cause ont eu quelques difficultés à nous expliquer pourquoi on trouvait la même chose dans le cadre d'un abattage bio. Et puis, il y a eu ensuite, 15 jours après, l'abattoir de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, face à ça, c'était pas seulement anecdotique, et le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, a ordonné un audit dans l'intégralité des abattoirs français. Intégralité. Et qu'est-ce qu'a dit cet audit? 80% des abattoirs français n'étaient pas conformes. 80%. Donc c'était pas isolé, c'était pas juste L214 qui avait eu la chance de tomber sur le seul abattoir non conforme en France, c'est que 80% des abattoirs en France sont non conformes. Donc on sait pourquoi, parce que les services vétérinaires ne sont pas en mesure de contrôler la réglementation, et c'est pas une volonté particulière des opérateurs d'abattoirs qui travaillent dans des conditions d'extrême difficulté. Personne ne veut faire le travail des employés d'abattoir, et eux-mêmes sont dans des conditions de travail absolument scandaleuses. C'est que le système en lui-même d'abattage est générateur de maltraitance envers les animaux. Mais là, justement, enfin, c'est un système un peu différent dans le sens où on n'est pas dans des cadences infernales, puisque là, à l'heure actuelle, lorsqu'ils vont sur une exploitation, ils abattent 5 bêtes dans la journée qui sont dépecées ensuite et puis en plus vendues en vente directe. Donc ça permet aussi aux éleveurs de vivre bien mieux. En fait, la manière dont vous argumentez laisse penser que c'est plutôt la question de la mise à mort que celle du bien-être qui quelque part, pose problème au parti animaliste. Non, alors soyons très clairs là-dessus, le parti animaliste n'a pas à son programme l'interdiction de la consommation de la viande. Ça, c'est clair. Par contre, on ne peut pas parler de bien-être animal en abattoir. C'est complètement incompatible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des règles de protection des animaux au moment de la mise à mort et de l'abattage des animaux, qui est fixée par la réglementation européenne, qui est fixée par la réglementation nationale. Sur la question de l'abattage et du petit nombre ou de la faible cadence,
On a vu sur un petit abattoir du Vigan qui abattait que quelques animaux par jour, qu'il y avait les mêmes problèmes. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on étourdit un bovin avec un pistolet à tige perforante, ça demande une technicité et ça demande un contrôle. Ça demande un contrôle de l'état d'inconscience avec des critères précis s'il n'y a pas les personnes qui sont non seulement formées avec le turnover qu'il y a dans les abattoirs et qu'il n'y a pas des autorités compétentes, des autorités de contrôle qui sont là pour vérifier à chaque fois que le geste est correctement fait, non seulement que le pistolet à tige perforante est bien positionné, que l'animal a bien perdu conscience avec des critères qui sont définis par les différents rapports et qui, en cas d'absence d'étourdissement, pratiquent un étourdissement de secours, mais on voit ça ne marche pas. Les animaux souffrent beaucoup plus que ce qu'ils devraient souffrir. Il y a peut-être effectivement, il y a deux questions que je vais poser. Une déjà qui était sur la transformation de ces éleveurs notamment, et avec un témoignage, je résume la question, mais quelqu'un qui dit, en fait, quelqu'un qui a élevé des porcs pendant de nombreuses années, qui est endetté sur 20 ans parce qu'il a investi dans une infrastructure, etc. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner ? Est-ce qu'on rachète sa dette ? Comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner vers une culture végétale ? Alors déjà, la première réponse, c'est de dire que on a mis collectivement ces éleveurs dans cette situation de détresse épouvantable. Ils gagnent 300, 400, 500 euros par mois pour travailler plus de 80 heures par semaine. Donc, on a le devoir, collectivement, de les aider à sortir de cette situation. Et donc, qui dit collectivement, ça veut dire, oui, reprendre la dette de ces éleveurs, parce que le frein principal, et je rencontre dans le cadre de ma campagne régulièrement des éleveurs qui sont dans l'intensif et qui me racontent leur détresse et la situation d'otage dans laquelle ils sont, parce que c'est ça la réalité. Oui, ils veulent en sortir, mais évidemment, ils sont étranglés, ils ont la corde au cou avec les prêts bancaires dans lesquels on les incite à aller. Donc oui, il faut reprendre la dette de ces éleveurs et il faut les former, financer des formations et il faut les accompagner pour qu'ils se tournent vers le végétal. Nombre d'entre eux le veulent en fait. Ils veulent juste qu'on règle la question de ces prêts. Il y a une question effectivement qui nous a été posée déjà sur Twitter et encore ici dans le chat. Et à laquelle je vais amener une petite précision déjà. La personne dit, et je vais amender un peu sa question, dit « Le fonctionnement électoral français permet aux partis de se rémunérer proportionnellement au nombre de suffrages par élection ». Et il demandait en fait, en termes de transparence financière, si l'objectif du parti était-il lucratif ou idéologique, et qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent. Alors je vais déjà amener une première précision. Je rappelle que pour l'élection présidentielle, il faut faire déjà au moins 5% pour être remboursé uniquement à hauteur de moitié des frais de campagne, c'est-à-dire des dépenses réelles. Mais peut-être du coup un peu plus largement, et j'ouvre la question, déjà, est-ce que c'est lucratif ou idéologique le but de ce parti ? Et plus largement, comment est-ce que vous financez votre parti ? Comment est-ce que vous financez la campagne ? Et d'où est-ce que vous tirez ces revenus ? Alors, une précision déjà, les partis politiques répondent à des exigences extrêmement strictes de financement. C'est la loi de 88 qui encadre le financement des formations politiques. Il est interdit, par exemple, d'avoir des financements de personnes morales, donc les entreprises ne peuvent absolument pas financer les partis politiques. Les partis peuvent être financés exclusivement par les dons des personnes physiques, nationalité française ou résidant en France, et plafonnés à 4 600 € par an et par personne pour les campagnes électorales et 7 500 pour les partis politiques. Ça, c'est la première des choses. Il faut dire que chaque année, les formations politiques déposent à la Commission nationale des partis politiques et des comptes de campagne leurs comptes, justifient intégralement de leurs donateurs, du montant des dons, et donc il y a un contrôle très strict sur le financement des formations politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le financement des partis politiques, la contrepartie qui a un financement et des règles de financement très strictes et l'interdiction de financement par les personnes morales, c'est que l'État aide les partis politiques à se financer et donc à exercer leur activité. Ça, c'est finalement pour contrôler et assurer la transparence du financement des formations politiques. Et donc, la seule élection qui permet à un parti de se rémunérer, c'est l'élection législative. À l'élection législative, chaque parti qui obtient plus de 1% dans 50 circonscriptions perçoit l'équivalent de 1,20 € ou 1,30 €, ça dépend les lois de finances chaque année, par voix et par année.
D'accord. Donc, pour le parti animaliste, est-ce que... Enfin, de toute façon, j'imagine que le montant est public, mais combien ça représente? Alors, le montant est tout à fait public. C'est fixé par un décret annuel. Pour le parti animaliste, donc pour les dernières législatives de 2017, il y a 13 formations politiques qui ont obtenu ce financement public. Nous, 6 mois après, on a réussi à y accéder, ce qui était en soi déjà une performance. Et on est le parti qui perçoit le moins. On devrait avoir droit à 90 000 € par an et pendant 5 ans. On est le premier parti politique à être sanctionné parce qu'on a présenté trop de femmes candidates. Donc, tous les ans, on perd un tiers de notre financement public. Donc, on ne perçoit en réalité que 67 000 € à peu près. Mais je voudrais mettre ça en perspective avec les autres formations politiques. En Marche perçoit, par exemple, 10 millions par an. Donc, nous, 67 000 €. En Marche, 10 millions d'euros. Et puis, les autres formations, le RN, LFI, les Verts, plusieurs millions aussi. Et sur l'argument de est-ce qu'on fait de l'argent au parti animaliste avec les subventions, enfin l'aide, la première tranche de l'aide publique d'État, évidemment non. Une campagne électorale coûte extrêmement cher. C'est-à-dire qu'avec 60 000 €, on paye à peine les bulletins de vote dans quelques circonscriptions. Donc au contraire, ça nous coûte de l'argent. Voilà. C'est pas un investissement très, très rentable. Mais je précise effectivement, du coup, c'est uniquement pour les élections législatives, donc les élections des députés, et pas la présidentielle. La présidentielle, c'est uniquement... C'est du remboursement selon les plafonds que vous avez expliqués. Ouais. Très bien. C'était très clair sur la partie financement. Alors, donc, on revient sur la végétalisation de l'agriculture. Est-ce que vous travaillez avec des agronomes ou des instituts sur les projections d'évolution de l'agriculture si on débute cette transition de végétalisation de l'agriculture? Bien sûr. Alors, c'est des domaines qui sont pour l'instant effectivement assez peu aboutis ou pas encore. En tout cas, il y a des chercheurs qui travaillent sur des scénarios de transition pour proposer effectivement quel sera le pays, à quoi ressemblera le pays, à quoi ressemblera l'économie une fois que l'on sortira notamment de l'élevage intensif. Il y a des experts qui travaillent actuellement là-dessus, oui, tout à fait. Alors, en fait, la question sous-jacente, c'est que lorsqu'on lit à l'heure actuelle les rapports du Haut Conseil pour le climat ou même les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, les modèles agricoles qui font un peu office de modèle idéal pour retrouver un équilibre et de la vie également dans les sols, de la biodiversité, c'est tout ce qui concerne la polyculture élevage ou l'agroécologie qui, en fait, ont pour conséquence d'avoir de l'élevage sur les fermes, mais donc à plus petite échelle pour récupérer le fumier, par exemple, qui va servir à fertiliser les sols. Comment est-ce qu'on peut se passer finalement de l'élevage sur ces modèles-là? Alors, si on sort de l'élevage intensif, on se passe pas de l'élevage en fait, puisqu'on garde l'élevage qui n'est pas intensif, en tout cas dans les mesures que porte le parti animaliste. Mais de toute façon, il y a aussi une culture végétale, l'agriculture notamment végane, qui est en train de se développer et qui n'utilise que des produits d'origine végétale. Et donc pas de lisier notamment. Et donc il y a des études et des experts qui sont en train de travailler aussi sur ces méthodes-là. Il y a les sources là que vous avez en tête sur ces études-là, ça s'appelle comment? Enfin, vous avez les pour l'instant, c'est pas abouti, c'est en cours de rédaction, donc moi je communiquerai pas là-dessus tant que c'est pas officiellement publié. D'accord. Non, c'est très clair. Peut-être qu'il y avait juste une question pour les éleveurs qui souhaiteraient pas changer, qui ne voudraient pas, qui refuseraient de passer. Qu'est-ce que vous faites? Alors, les éleveurs intensifs, vous voulez dire, ouais. Je parlais du porc principalement parce que je crois que c'est l'animal qui est le plus élevé de manière intensive en France. Si 95% des cochons qui vivent enfermés. Ce qu'on leur répond, en fait, c'est pas tellement les échos que l'on a parce que vous proposez à un éleveur qui gagne à peu près 300, 400, 500 euros par mois, qui travaille 70, 80 heures par semaine, vous lui proposez d'arrêter et vous lui proposez d'avoir au contraire un revenu décent. Pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé un qui refuse obstinément, qui nous dit non, moi je veux continuer à élever les cochons dans des bâtiments enfermés, dans des conditions que l'on sait, pour 300 ou 400 euros par mois.
Très bien, c'est extrêmement clair. On va peut-être passer, il y avait un des gros points du programme qui était la chasse et qui a été notamment au centre de nombreux débats ces dernières semaines, ces derniers mois, pour différentes raisons. Alors peut-être déjà en guise d'introduction, qu'est-ce que vous proposez, vous, parti animaliste, sur la chasse ? Alors nous, on propose d'interdire la chasse parce que d'abord, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut dire ce qu'est clairement la chasse. Il y a une très grande partie des animaux qui sont tués à la chasse, 20 millions, qui sont en réalité élevés, lâchés et tirés soit quelques minutes ou quelques heures, voire quelques jours après. Donc ça, c'est injustifiable parce que on est très loin du mythe du rapport avec la nature, les animaux sauvages, etc. Ce sont des animaux qui sont élevés pour être lâchés et pour servir de cible vivante. Ça, oui, ça concerne surtout les faisans et les perdrix, oiseaux. Voilà. Ouais. Et l'ONCFS a expliqué dans un rapport il y a quelques années que c'était pour rendre la chasse plus motivante. Non, pour nous, c'est absolument injustifiable de continuer avec ces pratiques de chasse. Le problème qui se pose sur la chasse et en général qui pose question ou qui interpelle souvent les citoyens, c'est la question des dégâts aux cultures et de la chasse que l'on dit de régulation. Puisque effectivement il y a des dégâts aux cultures, il n'est pas question de nier l'existence de dégâts aux cultures, et il n'est pas question non plus de laisser les agriculteurs dans une situation où ils ont des dégâts aux cultures sans solution. Mais une fois qu'on a dit ça, jusqu'à présent, la seule solution qui est mise en œuvre, c'est la solution de facilité, toujours au détriment des animaux, c'est-à-dire tuer les animaux. Jamais on ne se pose la question d'essayer de trouver des solutions alternatives au fait de tuer les animaux. Et nous, ce que l'on veut dire, c'est que d'abord, il y a un défaut total de transparence. Je fais beaucoup de recours, notamment contre les arrêtés préfectoraux de battue administrative. Et je demande, dans le cadre à chaque fois de ces recours, communication non seulement de la réalité des dégâts aux cultures, de la réalité de la surpopulation de sangliers et de la réalité, par des éléments objectifs, des mesures de prévention qui ont été mises en œuvre pour protéger les cultures et pour prévenir les dégâts aux cultures. Parce que là, en termes d'espèces, on parle du coup surtout sanglier. des sangliers, ouais, c'est ça. Et un peu chevreuil et cerf, Ouais. c'est ça? Voilà, exactement. Et à chaque fois, on n'a pas les éléments. On nous produit des vagues documents plus ou moins manuscrits, mais jamais de rapports très officiels. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, soit c'est des données qu'ils ne veulent pas communiquer, soit c'est des données qu'ils n'ont pas. Pour la question des dégâts aux cultures, il y a un système d'indemnisation qui est prévu lorsqu'un agriculteur a des dégâts à ses cultures, il informe la fédération de chasse départementale qui va dépêcher un expert, qui va évaluer les dégâts aux cultures et qui va indemniser ces dégâts aux cultures si ces dégâts sont supérieurs à 3%. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que le Code de l'environnement qui prévoit ces questions de dégâts aux cultures, il pose la notion fondamentale d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Et qu'est-ce qu'il dit cet article? Qu'il faut que l'on trouve un équilibre entre ces animaux sauvages, ces activités économiques que sont les activités agricoles et les activités de chasse. Et donc ça veut dire que la solution, c'est pas systématiquement d'aller tuer les animaux, mais au contraire de mettre en place notamment des mesures de prévention des cultures. Et ces mesures ne sont jamais mises en œuvre ou tellement peu mises en œuvre. Et donc ce que l'on demande, c'est, dans le cadre de ces dégâts aux cultures, d'abord d'identifier les parcelles à risque. On a des experts compétents qui savent le faire. De protéger ces cultures à risque, par des clôtures notamment, et donc de limiter ces dégâts. Et il y a autre chose. Mesures de prévention, typiquement, c'est des clôtures, par exemple, autour des parcelles à risque, qui sont en fait, on nous dit quand on dit ça, en fait, vous voulez clôturer la campagne. Donc, c'est faux parce que déjà, il y a en plus déjà des enclos de chasse, donc c'est pas exact de nous dire ça. Mais surtout, les parcelles à risque, c'est pas la totalité des parcelles, c'est une partie minoritaire des parcelles qui sont tout particulièrement exposées, qu'il faut clôturer. Et aussi, il faut se poser la question de quelles sont les cultures en tant que telles qui sont plus à risque que d'autres. Sur une parcelle géographiquement à risque, vous n'allez pas mettre en plus une culture à risque qui est le maïs. Enfin, il faut aussi un peu de cohérence et de raison. Et aussi, un autre volet de cette question de la prévention des dégâts aux cultures, c'est de mettre les moyens pour financer et étudier des mesures alternatives. En Espagne, ils sont en train de développer des mesures pour prévenir et pour limiter la fertilité des sangliers. Les sangliers en France sont pas des sangliers, en réalité, ils sont des croisements de sangliers sauvages avec les cochons domestiques. Est-ce que vous avez des sources à ce sujet? Parce que alors, j'ai cherché beaucoup d'informations, mais alors
si certes, enfin, ça a pu exister, en fait, c'est très difficile d'avoir des données fiables sur les croisements qui ont pu exister. Alors, il y a eu, la première des réponses est dans votre question, c'est que oui, il est établi même par les rapports de l'ONCFS anciens qu'il y a eu des croisements, mais même les chasseurs le reconnaissent de toute façon. Dans les documentations éditées par la Fédération de chasse, ils disent eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a eu des croisements dans les années 70-80. Après, la question aujourd'hui, c'est d'évaluer précisément ceux qui sont encore des sangliers sauvages et ceux qui sont des cochongliers, donc des cochons croisés. Alors effectivement, la vraie problématique sur la chasse, c'est qu'on a un défaut de transparence. Et ça fait partie aussi des mesures qui devront être mises en œuvre, de faire appel à des organismes indépendants, parce qu'aujourd'hui, toutes les questions de chasse sont systématiquement confiées aux fédérations de chasse qui sont jugées parties. Donc pour avoir des données fiables et objectives, on a un vrai problème, ça c'est clair. Et donc, il faudra commander des études indépendantes pour savoir exactement avec précision combien il y a de sangliers en France, quel est le seuil acceptable de sangliers par superficie, parce que ça c'est pareil, moi j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai interrogé les autorités à plusieurs reprises, personne n'est en mesure de vous dire sérieusement combien de sangliers par superficie, par hectare notamment, est un seuil acceptable. Là en fait, l'impression que ça donne, c'est que la problématique du sanglier serait très liée à la France, alors qu'en fait la multiplication de cette population elle se retrouve dans beaucoup de pays. Au Japon par exemple, il y a alors parfois des sangliers qui se retrouvent dans les villes, c'est le cas en Israël aussi, mais dans le Maghreb on ne peut pas soupçonner les pays du Maghreb d'avoir encouragé le développement des populations de sangliers. En fait la manière dont les populations de sangliers se multiplient semble en fait liée ou avoir comme raison principale le réchauffement climatique qui fait que les hivers sont plus doux, donc il y a moins de mortalité chez les marcassins en hiver. Le fait d'avoir les cultures à proximité fait aussi qu'ils ont davantage de nourriture. Il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement le réchauffement climatique. Il y a aussi la question de l'absence de partage des espaces, c'est-à-dire qu'on a aussi l'humain, quand je dis on, c'est l'humain, s'accapare de plus en plus les territoires, les forêts et empiète de plus en plus. Donc aussi, il y a aussi ce problème de partage des espaces. Il faut accepter que les humains puissent avoir un territoire, mais que les animaux sauvages puissent aussi avoir un territoire. Et donc ça fait partie aussi des données du problème. Mais sur la question de la prolifération, certes, dans d'autres pays, il y a des proliférations de sangliers, mais en France, on a aussi toujours le problème des élevages. On ne peut pas d'un côté nous dire il y a une prolifération incroyable de sangliers et de l'autre côté continuer à tolérer des élevages de sangliers sur notre territoire. Alors on va nous dire c'est pour les enclos de chasse. Mais ça, c'est faux. On sait très bien qu'il y a des lâchers sauvages de sangliers. Oui, mais enfin... Et que surtout les enclos ne sont pas hermétiques. S'il y a des lâchers qui sont illégaux, en fait, là, à l'heure actuelle, pour qu'il y ait des lâchers de sangliers dans des zones qui ne sont pas des enclos, il faut des autorisations des préfectures. Ça semble quand même peu probable qu'un préfet prenne l'engagement ou la responsabilité d'un lâcher de sanglier. Non, mais je dis illégaux, et des lâchers illégaux. Oui. Ou illégaux volontaires ou non volontaires. Les enclos de chasse sont des enclos immenses, avec aussi, les sangliers, ce sont des animaux qui arrivent à abîmer les grillages. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, pour répondre à la définition d'enclos, c'est des règles très strictes. Il faut que ça soit enterré sous plusieurs centimètres sous la terre, etc. Et ce que l'on sait, c'est que souvent, les enclos de chasse ne font pas l'objet d'un entretien extrêmement précis et qu'il y a des trous dans ces grillages et donc des sangliers qui s'échappent. Et la première des mesures, si l'on veut sérieusement aussi arrêter le développement des sangliers, ou en tout cas soutenir qu'il faut réduire la population de sangliers, c'est d'interdire les élevages de sangliers. Ça n'a pas de sens de continuer. Il y a plusieurs questions plusieurs questions d'Internet. La première, c'est peut-être très naïf, mais concrètement, comment est-ce qu'on stérilise des sangliers dans la forêt ? Alors, l'Espagne est en train de travailler sur ces... Mais c'est un vrai sujet, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas du tout eu d'études financées sur ces questions-là, parce que, comme je l'ai indiqué, toujours la seule solution qui a été trouvée, c'est de faire des arrêtés de battue administrative ou de donner un nombre d'animaux à tuer aux chasseurs. Et donc, les moyens n'ont pas été mis par les autorités pour financer des études
pour faire de la stérilisation. Et on sait que ponctuellement, il y a des exemples de personnes, voilà, des vétérinaires qui ont pu qui ont pu immobiliser des animaux avec des pistolets qui peuvent les immobiliser, les endormir et les stériliser. Mais c'est pas une solution pour l'instant qui est suffisamment non seulement développée et expérimentée. Et donc, il faut aussi clairement mettre les moyens pour que l'on arrive dans les années à venir à avoir des solutions qui soient fiables et applicables et généralisables surtout. Alors, 2 questions complémentaires là-dessus. Sur la première, on nous parle en Suisse, alors je crois que c'est que dans certains cantons, pour éviter les accidents de chasse et mettre fin au débat, la chasse a été interdite et les sangliers notamment sont abattus par des chasseurs professionnels. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous ou pas ? Alors, ce qui est une bonne solution, c'est d'arrêter de confier la chasse aux chasseurs, parce qu'on l'a vu, ils ont créé la surpopulation de sangliers que l'on a aujourd'hui, et donc en fait, ils ne sont pas la solution, ils sont le problème. Donc, le fait de sortir la question de la régulation des animaux, parce que c'est de la régulation dont on parle, des chasseurs, oui, c'est une bonne chose. De savoir, est-ce que c'est une bonne chose de les tuer, là-dessus, on ne va pas forcément être d'accord, parce qu'on pense qu'il y a d'autres mesures alternatives qui doivent être mises en priorité en avant. En fait, en Suisse, hein, c'est pas des chasseurs, enfin, c'est des gardes qui ont aussi plein d'autres missions et qui, voilà, de manière ponctuelle, effectivement, tuent des animaux, mais c'est pas du tout leur mission principale. 2 questions complémentaires, du coup. Est-ce que... 3 questions complémentaires. Première question complémentaire, on n'a pas parlé des prédateurs naturels, le loup et l'ours principalement. Est-ce que vous êtes favorable, du coup, à ce qu'il y ait plus de loups ou de prédateurs naturels en France ? Alors, ça, la question des loups et des ours, c'est une question qui est très clivante de façon générale dans la population. Le problème, quand on parle notamment de la question du loup, c'est aussi, on en parlait il y a quelques minutes, de respecter et d'accepter un partage des territoires. Il faut accepter qu'il y a des zones où, par exemple, l'élevage de brebis est dangereux pour les animaux, et donc il faut accepter de laisser des parties du territoire aux animaux sauvages, et donc d'éviter de toujours vouloir imposer les activités humaines sur les territoires des animaux sauvages. Il y a des lieux et des territoires pour les animaux sauvages, et il doit y en avoir d'autres pour les humains. Très bien. Et la deuxième question, c'était... en fait, on dit souvent que la chasse rapporte énormément d'argent, ou permet de financer énormément de choses, soit directement par les chasseurs, de l'entretien des forêts, etc., soit par les redevances de chasse, etc. Comment est-ce que vous financez finalement l'arrêt de la chasse, ou comment est-ce que vous compensez le manque à gagner là-dessus ? Alors, plus pour financer effectivement toutes les autres mesures, on parlait stérilisation, clôture, etc. Oui, alors la chasse, donc ça, effectivement, c'est souvent un argument qui est indiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chasse rapporte, oui, mais la chasse coûte aussi, parce que les chasseurs et les fédérations de chasse sont bénéficiaires et privatisent notamment des forêts domaniales qui ne sont pas du tout louées au prix où cela pourrait rapporter à l'État. Donc on a une baisse fiscale très importante, et cela a un coût aussi, parce que quand on parlait tout à l'heure de l'élevage avec l'absence d'intégration des coûts, des externalités négatives, la chasse, on a aussi beaucoup d'externalités négatives. Les pollutions, c'est des tonnes et des tonnes de plomb qui sont déversés dans nos forêts, dans nos rivières chaque année, des coûts de dépollution donc qui doivent être supportés par la collectivité et qui ont aussi un coût. Et après, lorsque l'on prend une mesure d'interdiction de la chasse, derrière, on assume aussi, effectivement, il peut y avoir des dépenses pour entretenir la forêt, les haies. Ça, la question des haies, c'est toujours l'argument qui est opposé par les fédérations de chasse en nous disant « Oh, mais attendez, la chasse est absolument indispensable parce que... finalement, on exerce une mission d'intérêt général. » Mais pour avoir travaillé sur ces sujets, notamment dans les collectivités locales, dans les régions, il y a des conventions avec les fédérations de chasse, avec les fédérations de pêche. Et quand on dit, très bien, il faudrait faire des appels d'offres, notamment auprès des associations environnementales pour entretenir les haies, entretenir les forêts, entretenir les rivières, comme par hasard, ils ne sont pas très favorables à ce que l'on libéralise, entre guillemets, le marché. Donc, c'est que quelque part, ils y trouvent aussi un intérêt. Donc, oui, il faudrait mettre beaucoup de transparence sur ces sujets-là, mettre à plat. Et la question des haies, c'est souvent un argument pour masquer, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. La haie qui cache la forêt. C'est la haie qui cache la forêt, oui.
Et je vais arrêter de taper sur la table, je crois que ça fait du bruit dans le micro. Il y avait une dernière question peut-être sur les enclos, qui parlait effectivement des autres inconvénients des enclos, notamment sur la libre circulation des espèces. On avait beaucoup parlé des corridors verts à un certain moment, et notamment du fait que des individus animaux doivent pouvoir circuler d'une forêt à l'autre, par exemple, et aussi finalement de la libre circulation simplement des randonneurs. Est-ce que le fait de mettre des enclos sur un certain nombre de champs qui bordent la forêt, ça ne va pas poser ce genre de problème? Alors après, la difficulté, c'est toujours la conciliation des différentes problématiques. Si on met le but, c'est là encore pas de clôturer tous les champs. C'est certaines parcelles à risque qui représentent pas une part importante non plus des superficies cultivées, qu'il faut le clôturer. C'est une mesure de conciliation, de prise en compte des différents intérêts, à la fois les intérêts des animaux sauvages, à la fois les intérêts des agriculteurs qui doivent aussi vivre de leur activité agricole. Sur la question de la libre circulation des animaux, c'est une question qui est vraiment importante et ça renvoie toujours à notre question du partage des territoires. Et le Parti animaliste a dans son programme la multiplication notamment des corridors et des passages pour la faune sauvage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et on doit, dans notre aménagement du territoire, dans notre urbanisme, aussi prendre en compte la question des mouvements des animaux, de leur habitat, et ça fait aussi partie, même si de prime abord la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ça vient pas tout de suite comme une mesure qui pourrait porter des mesures animalistes. Au contraire, nous aussi on considère que dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, on doit prendre en compte les animaux pour aménager notre espace en prenant en compte leurs intérêts. Il y avait une dernière question toujours sur les clôtures. Quelqu'un qui dit les cultures changent de parcelle chaque année pour l'équilibre agronomique. Est-ce qu'il faudrait du coup bouger aussi les clôtures chaque année? Ou vous parliez du maïs qui ne doit pas être en bordure de forêt ou des choses comme ça. Est-ce que c'est compatible avec justement cette rotation des cultures? Oui, tout est compatible. Effectivement, on peut, si c'est considéré comme un impératif de protéger les cultures, on peut aussi éviter de cultiver du maïs sur des cultures sur des parcelles à risque et mettre d'autres cultures. Très bien. Il y avait un utilisateur qui résumait: est-ce que si le parti animaliste est au pouvoir, on entendra le loup, le renard et la belette chanter? Oui. Par rapport à la prise en charge donc, par la collectivité donc, des tâches concernant les haies ou la pose de clôture, à Genève, donc, il y a à l'heure actuelle 11 gardes qui sont embauchés par le canton pour faire ces missions-là. Si j'ai bien compris, pour vous, l'idée, ce serait plutôt donc de lancer des appels d'offres pour que des associations qui sont volontaires prennent en charge ces missions-là. Oui, c'est une des pistes, effectivement, parce que y a des associations qui sont volontaires pour assurer ces missions, et donc ça pourrait être effectivement une possibilité pour elles de répondre à des appels d'offres. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'ouverture sur ces prestations. D'accord. Et si on considère que c'est une mission d'intérêt général, ce qui à mon avis est le cas, d'entretenir les haies, d'entretenir les forêts, d'entretenir les rivières, eh bien, effectivement, ça a un coût pour la collectivité, mais c'est un bénéfice aussi pour la collectivité. C'est des choses que vous arrivez à chiffrer dans votre programme ? Alors, on est actuellement en train de travailler sur ce que représente l'entretien des forêts, l'entretien des haies. On peut pas le chiffrer localement. On regarde les subventions éventuellement qui sont attribuées par les départements, par les régions à ces fédérations de chasse. Mais encore, on a beaucoup de difficultés à avoir accès notamment au bilan de ces fédérations de chasse et à déterminer exactement à quoi correspond l'entretien des haies. Mais ça fait partie aussi des mesures qu'il faut mettre en œuvre sur la transparence exactement de ces coûts. Combien représente l'entretien des haies qui sont assumés par les chasseurs et qu'ils revendiquent pour pouvoir aussi l'intégrer dans les mesures. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a une chercheuse qui a travaillé justement sur les prestations de bénévolat réalisées par les chercheurs sur 5 fédérations différentes, en arrivant justement à estimer donc de manière assez précise quels sont les services rendus ou le temps passé à la chasse par rapport au temps passé à l'entretien des haies. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez vous appuyer, je pense.
Peut-être deux questions effectivement plus largement sur le programme. Alors déjà une question de forme. Sur le site donc ellentweet2022.fr, il y a uniquement 4 mesures et pour trouver le programme il faut aller sur le site du Parti animaliste. Est-ce que du coup ça veut dire que vous reprenez pas toutes les mesures du Parti animaliste ou est-ce que c'est juste une question de forme sur le site? Non, c'est juste une question de forme et surtout c'est une question que le programme pour la présidentielle n'est pas encore publié. Nous sommes en train de finaliser. Donc, il y aura des mises à jour et Voilà, il est pas sur le site. Là, sur le site du Parti animaliste, c'est les programmes des précédentes élections et évidemment il y aura un lien. Après, c'est vrai que des fois les personnes vont plus sur le site du parti, il y aura des liens, mais oui, c'est une question de jours, de semaines. Très bien. Et du coup, il y avait une question d'institution. Est-ce que, alors la personne posait, est-ce qu'il faut une 6e République, mais plus généralement, est-ce qu'il faut une meilleure représentation des partis comme le Parti animaliste à l'Assemblée nationale, par exemple? Et du coup, est-ce que pour ça, il faut une réforme des institutions? Est-ce que vous portez une réforme des institutions aussi au niveau du Parti animaliste, hors RIC qu'on a déjà abordé, référendum d'initiative citoyenne, mais est-ce que vous portez, par exemple, des choses comme une assemblée à la proportionnelle ou des choses comme ça? Oui, alors ça fait d'ailleurs partie des... Lorsque, pour les européennes, on avait fait un recours contre la clause barrage de 5%. Parce que on estimait justement que l'absence de proportionnelle intégrale ne se justifiait absolument pas. La Cour constitutionnelle allemande avait d'ailleurs sanctionné à 2 reprises la clause barrage qui avait été mise en place par l'Allemagne pour les élections européennes. Et donc, on avait, dans le cadre de ce recours, porté l'absence de cette clause barrage. Et de façon générale, on constate que s'il y a une abstention qui progresse de façon très inquiétante élection après élection, c'est parce que beaucoup de citoyens ne se sentent pas représentés par les formations politiques qui accèdent au pouvoir et aux institutions, et qu'il y a une urgence à ce que tous les citoyens, et en tout cas tous les citoyens qui portent, qui représentent des idées, des nouveaux courants, puissent être représentés dans les institutions, et donc en premier lieu à l'Assemblée nationale, et donc ça suppose effectivement une proportionnelle. Très bien. Est-ce que du coup, peut-être une question, vous avez parlé de l'Allemagne, des élections européennes, est-ce qu'il existe une internationale animaliste, ou en tout cas une organisation qui regrouperait des partis animalistes dans différents pays, ou pas du tout? Oui, alors il y a plus d'une vingtaine de partis animalistes dans le monde. Historiquement, le premier parti animaliste, c'est le parti néerlandais, qui est né en 2002. Qui ensuite ce mouvement politique animaliste s'est développé. Pour les élections européennes, par exemple, de 2019, il y a eu 11 listes de partis animalistes dans 11 pays européens. Et nous avons travaillé... Depuis, d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à avoir l'idée de créer un parti animaliste en France, on s'est évidemment rapproché de nos partenaires européens qui avaient déjà franchi le pas. Et on a appris de leur expérience, on a discuté avec eux. Et régulièrement, on est en contact avec eux. Pour les élections européennes, on avait travaillé par des échanges, des réunions pour essayer de pouvoir porter ensemble lors des élections européennes un mouvement européen pour les animaux, un mouvement politique. Et donc ça a marché puisque 11 listes européennes avaient été faites et on continue évidemment à être en rapport avec eux. Et c'est aussi une des caractéristiques importantes du Parti animaliste, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans une dimension internationale et une dynamique internationale qui progresse dans tous les pays, élection après élection. Du coup, est-ce qu'il y a des députés européens animalistes et combien il y en a? Alors oui, il y a aux Pays-Bas, il y a Anja Hazekamp qui était déjà élue lors de la précédente mandature. Elle a été réélue. Il y a un député allemand et il y a un député portugais. Il y a 3 députés animalistes européens. Vous arrivez à avoir un socle commun de revendications? Les visions sont partagées ou suivant les cultures, il y a des positions sur lesquelles vous ne recoupez pas forcément? Non, dans l'ensemble, on a des positions qui sont communes. Ouais. D'accord. Il y a un autre point que vous abordez, on en a à peine parlé, mais que vous abordez notamment sur votre site, qui est la question du statut juridique des animaux, et notamment de leur donner une personnalité juridique. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu complexe, on a consacré un numéro du Dranche, je vous renverrai le lien là-dessus, mais c'est quelque chose qui peut paraître un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consisterait, si c'est possible de résumer, et qu'est-ce que ça changerait concrètement? Parce qu'en fait, on a eu notamment l'Assemblée nationale qui a voté cette disposition disant que les animaux étaient des êtres sensibles, dotés de sensibilité, je ne sais plus comment c'était tourné, mais qui concrètement n'a pas changé grand-chose, si je ne me trompe pas. Et du coup, qu'est-ce que c'est une personnalité juridique des animaux et en quoi ça change concrètement les choses?
Alors, effectivement, il faut revenir à la modification du Code civil de 2015 qui a sorti les animaux de la catégorie des meubles et donc qui a dit qu'il y a une disposition maintenant spécifique du Code civil qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code rural et de la pêche maritime le disait déjà depuis 2016. C'est le fameux article de L214 qui a donné lieu au nom de l'association. Et donc, finalement, le Code civil s'est aligné un petit peu sur le code rural. Alors, ce que ça a changé, d'un point de vue symbolique, c'est important parce que, évidemment, de sortir les animaux de la catégorie des meubles et de ne pas considérer qu'un animal est comme une chaise ou une table, c'est évidemment important. Par contre, ça ne suffit pas parce que cet article dit que les animaux restent soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui les protègent. Mais n'empêche qu'ils restent soumis au régime des biens, ce qui a fait dire à certains professeurs de droit que les animaux se trouvaient dans une sorte de lévitation. Ils sont entre les biens et entre les personnes. Et donc, finalement, on se retrouve dans une situation un petit peu intermédiaire qui est complètement insatisfaisante pour les protéger. Et donc, il y a cette idée de créer un statut juridique à part entière. Quand on dit statut juridique, ça veut dire leur créer des normes qui sont propres à leur catégorie d'animaux. Il y a plusieurs travaux qui travaillent sur des hypothèses de statut juridique différenciés en fonction de catégories d'animaux dont on a parlé tout à l'heure, en fonction notamment de leurs liens qu'ils vont avoir avec les humains, donc les animaux qui vont être domestiques, les animaux qui vont être liminaires et les animaux qui vont être sauvages. Et l'idée de tout ça, c'est d'arrêter de leur appliquer le droit des biens et de leur reconnaître, en raison de leur caractère d'être sensible, des règles spécifiques qui vont les protéger. Et justement, c'est une des catégories d'animaux dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, les animaux de compagnie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des animaux de compagnie? Qu'est-ce que c'est votre regard là-dessus? Et qu'est-ce que vous proposez? Quels changements vous proposez, si jamais vous proposez des changements sur les animaux de compagnie? Alors, les animaux de compagnie, déjà, il faut dire que pour beaucoup de personnes, ce sont des véritables amis. C'est des membres de la famille à part entière. Pour les personnes âgées, par exemple, les animaux de compagnie ont un rôle extrêmement important. Pour les personnes en grande précarité aussi, les animaux ont souvent un rôle très important. Et parmi les mesures que nous portons, c'est l'admission des animaux de compagnie dans les EHPAD et aussi dans les hébergements d'urgence. Parce qu'il y a un véritable dilemme avec des personnes qui sont déjà obligées de quitter leur domicile pour les personnes âgées ou pour les personnes à la rue qui sont obligées de choisir entre un hébergement et le fait de rester avec leur animal de compagnie. Ça, c'est inacceptable. Donc, ce que l'on porte, c'est de pouvoir que les humains, les personnes en maison de retraite, en EHPAD ou dans des foyers d'urgence puissent être accueillis avec leurs animaux de compagnie. Ce que l'on dit aussi, c'est que malgré tout, même si les animaux de compagnie sont souvent choyés et sont des membres à part entière de la famille, ils sont malheureusement, pour un nombre très important d'entre eux, martyrisés, abandonnés, et que aussi il faut travailler là-dessus. Il faut arrêter de les vendre dans les animaleries et d'avoir sur un caprice un achat complètement impulsif. Il faut aussi travailler sur la stérilisation des chats errants parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément de chats qui vivent dans des situations catastrophiques. Il n'y a pas de dispositif suffisant de stérilisation de ces animaux de compagnie. Et donc, ça aussi, c'est une difficulté. Et il faut aussi travailler, évidemment, sur la question des abandons. La France est malheureusement la championne du monde des abandons, puisque 100 000 abandons par an. Et donc, il faut, en empêchant ces achats impulsifs d'animaux, travailler au fait que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on accueille un animal, c'est un engagement de long terme. C'est pas un coup, un caprice ponctuel. On prend un engagement sur plusieurs années, un engagement de s'en occuper, de le soigner quand il est malade et de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Du coup, concrètement, est-ce que ça passe par l'instauration d'un permis de détention d'un animal de compagnie, comme on l'a pu le voir proposer parfois dans le débat public Ça a été adopté d'ailleurs. Alors, c'est pas un permis, c'est un certificat qui a été adopté. C'est moins contraignant qu'un permis. C'est une bonne mesure. C'est une mesure, effectivement, qui va dans le bon sens. Après, est-ce que ça sera suffisant ou pas? La mise en application nous le dira. Le fait est, c'est que c'est plus une information qui va être donnée à la personne qui va accueillir un animal que vraiment quelque chose de très contraignant. On va voir, peut-être que ça sera suffisant
suffisant. On n'a pas le recul pour l'instant nécessaire. Il y a la nécessité d'un délai de rétractation possible de 7 jours, si ma mémoire est bonne. Oui, mais voilà, mais bon, c'est quand même pas une mesure très contraignante pour l'instant, qui probablement, à mon avis, ne sera pas suffisante à enrayer ces vagues d'abandon, ces vagues d'acquisition impulsive. Mais il faut voir la mise en application et les résultats. Depuis quelques années, il y a alors des entreprises qui travaillent sur la possibilité de créer de la viande en laboratoire, donc pour remplacer alors, éventuellement la viande pour ceux qui vraiment ne voudraient pas s'en passer. Est-ce que le parti animaliste s'est positionné sur cette alternative de la viande in vitro? C'est quelque chose qui vous paraît une alternative possible ou ça n'a aucun intérêt à vos yeux? Alors, on ne peut pas dire que ça n'a aucun intérêt. Il faut partir du constat qu'il faut de toute façon réduire la consommation de produits d'origine animale. Après, pour cela, il y a plusieurs alternatives. Nous, ce que l'on pense, c'est que l'alimentation végétale, elle suffit à permettre de répondre à tous les impératifs nutritionnels, à tous les impératifs de santé, les impératifs gustatifs, et qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la viande in vitro ou à la viande de synthèse. Donc pour nous, et pour ceux qui ont arrêté de consommer de la viande depuis de nombreuses années, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, si la majorité des citoyens nous disent évidemment, on va réduire drastiquement la consommation de produits d'origine animale, mais on souhaite pouvoir la compenser par de la viande de synthèse. Effectivement, ça sera un élément qu'il faudra prendre en compte. Et si ça permet d'éviter la mort et le massacre de millions et de millions d'animaux, il faudra se poser sérieusement la question à ce moment-là. Donc nous n'avons pas d'opposition de principe. En revanche, ce que l'on dit, c'est qu'il y a d'autres méthodes alternatives. Il y a des légumineuses qui sont cultivées en France dans des bonnes conditions, des céréales, et qu'il faut aussi aller plutôt sur ces terrains-là. Question d'Internet, qu'est-ce que vous proposez pour les animaux dits nuisibles? J'ai vu quelque chose là-dessus sur le programme du Parti animaliste. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà rappeler ce que sont les animaux dits nuisibles? Je crois que le nom a changé même dans les textes législatifs. Oui, qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Alors c'est vrai que le terme nuisible est assez insupportable puisque déjà ça pose notre rapport et notre considération vis-à-vis des animaux. Ça a changé effectivement puisque maintenant ce sont des animaux qui sont susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. Il faut déjà déterminer quels sont les dégâts en tant que tels et les risques que font courir les animaux en tant que tels. Les animaux nuisibles, il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre plutôt que toujours la solution de les exterminer. Il y a des villes qui ont mis en œuvre, notamment pour les pigeons, des pigeonniers contraceptifs. Ce sont des méthodes qui fonctionnent, des méthodes qu'il faut développer. Et il faut de toute façon réinterroger notre rapport aux animaux avant de poser comme quelque chose d'absolu et d'évident qu'il faut les tuer, se dire qu'il y a des possibilités alternatives non seulement qui existent, donc pigeonniers contraceptifs notamment, mais aussi qu'il faut développer. Et ça veut dire mettre des moyens d'État sur le développement des alternatives pour les modes de communication avec ces animaux. D'accord. Y compris pour les questions les moustiques par exemple qui sont vecteurs de maladies quand même potentiellement graves ou au ce moment c'est les punaises de lit aussi qui connaissent une très forte croissance donc y compris pour ces animaux-là. Parce que ceux-là on peut les exterminer quand même. Non mais le sujet qui se pose c'est toujours pareil de prendre en compte les différents intérêts qui sont en présence. Donc effectivement vous allez avoir d'un côté des maladies graves qui doivent être, ce risque doit être pris en compte, et de l'autre, le fait de tuer des animaux. Et au milieu de tout ça, il faut réfléchir, il faut faire des études pour déterminer qu'est-ce qu'on a comme solution. Et une fois qu'on a mis les moyens sur les solutions qui sont à notre portée, de déterminer au regard des solutions en présence. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on fait. On dit, il y a un problème avec les animaux, paf, on les tue. Et on ne cherche pas d'autres solutions. Eh bien non, il faut chercher des solutions. Une fois qu'on a des rapports objectifs et différentes solutions qui sont sur la table, on détermine de façon démocratique quelle est la solution la plus appropriée à la problématique qui se pose. Non, je souris parce que c'est vrai que l'option de les tuer, c'est aussi ce qu'il y a de plus rapide. Enfin, je pense aux frelons asiatiques, là, par exemple, pour les apiculteurs, enfin, ce qui est une catastrophe. Enfin, imaginez faire des études, mettre des fonds, enfin, c'est à chaque fois plusieurs années.
c'est vrai qu'à très court terme, c'est quand même l'option la plus rapide et puis la plus efficace aussi de les tuer. Enfin, ça, c'est une position. Mais le problème de ces questions de frelons ou de moustiques, c'est que souvent, on essaie de réduire la question animale à ces questions-là. Souvent, pour la tourner d'ailleurs en dérision, on a vu plusieurs personnes qui sont opposantes à la question animale, qui essaient de réduire la question animale à la question des moustiques, à la question des frelons par rapport aux apiculteurs, alors que le sujet de la question animale, évidemment que ces questions, elles sont importantes, mais le sujet de la question animale, c'est qu'il y a 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour en France dans nos abattoirs. C'est qu'il y a des millions et des millions d'animaux, de poissons, qui ne sont pas pris en compte, donc puisque 3 millions d'animaux terrestres, qui sont tués aussi chaque jour. Et parler de la question animale, c'est aussi parler de ces questions-là et en priorité de ces questions-là. Et une fois qu'on aura pris des mesures qui seront ambitieuses sur ces animaux d'élevage, on pourra aussi possiblement se poser la question et avancer sur ces questions-là. Mais quand on en sera là, on aura beaucoup avancé. On n'en est pas encore là. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, que réinterroger notre lien aux animaux, c'est aussi, in fine, améliorer nos relations interhumaines également. Bien sûr, parce qu'il y a des liens évidents qui ont été mis en exergue par différents scientifiques et même par le FBI aux États-Unis, qui a remarqué, qui a constaté qu'il y avait des liens entre les violences dont les enfants notamment pouvaient avoir été victimes en étant enfants et qu'ils vont faire subir à des humains plus tard. Et que les violences qui sont faites aux animaux, leur identification très jeune permet de prévenir des violences ultérieures aux humains. Et de façon générale, effectivement, on remarque aussi que souvent, quand on a une considération pour les animaux, on a plus tendance à être bienveillant envers les humains. Et c'est la fameuse phrase qui est attribuée à Lamartine, en tout cas. On n'a pas deux cœurs, l'un pour les humains, l'autre pour les animaux. On a un cœur où on n'en a pas. Et donc, quand on se préoccupe d'une violence, on se préoccupe de la violence des humains. Et on se préoccupe aussi de la violence aux animaux. En tout cas, c'est lié. Des petites questions très rapides, parce que je pense qu'elles sont... on peut y répondre très rapidement. Du coup, est-ce que vous demandez l'arrêt du foie gras ? On approche des périodes de Noël, je sais que c'est une question qui préoccupe notre chat. On demande effectivement l'arrêt du gavage, parce que le gavage, c'est une pathologie, rien d'autre que ça, c'est une stéatose hépatique. Donc on fait développer chez le canard une maladie du foie qui génère chez lui des insuffisances respiratoires, des diarrhées, des essoufflements, un mal-être considérable. Et d'ailleurs, la période de gavage, elle est strictement limitée dans le temps. Si les éleveurs la continuaient au-delà du délai prescrit, les canards, dans leur immense majorité, en mourraient. C'est bien la preuve que c'est pas du tout quelque chose qui est naturel, comme souvent ils veulent nous l'expliquer, mais on fait ingurgiter une dose d'alimentation qui est 7 à 10 fois plus que ce qu'ils devraient manger de façon naturelle. On a beaucoup parlé des animaux terrestres, on n'a pas beaucoup parlé des poissons. C'est quoi votre position au Parti animaliste sur la pêche et notamment sur l'aquaculture, et qu'est-ce que vous proposez sur ces questions-là ? Alors, vous avez raison de le souligner, parce que les poissons sont souvent les grands oubliés des mesures de protection des animaux, probablement parce qu'on ne les entend pas crier, donc on a l'impression qu'ils ne souffrent pas. Or, les poissons sont des animaux qui souffrent énormément, qui ne bénéficient pas de méthodes d'insensibilisation ou d'étourdissement préalable comme les animaux terrestres peuvent en bénéficier, et qui agonisent sur les ponts des bateaux des longues minutes pour nombre d'entre eux dans d'atroces conditions. Donc ce que l'on prévoit d'abord, c'est évidemment l'interdiction de la pêche industrielle comme de l'élevage industriel. Ce que l'on prévoit, c'est des mesures de protection des règles d'abattage des poissons, et notamment donc l'étourdissement préalable obligatoire. Qu'est-ce que vous entendez par pêche industrielle ? C'est la pêche dans des grands chaluts, ou est-ce que les petits bateaux de pêcheurs sont aussi concernés ? Oui, effectivement, c'est des pêches qui concernent des pêches qui sont d'abord non sélectives, qui sont sur des immenses filets et qui tuent des millions. D'ailleurs, on parle en stock. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que sont les animaux et les individus, et qui indistinctement vont parler en stock et vont tuer des milliers d'animaux. On n'est pas sur un petit pêcheur comme vous dites, on est sur des pêches ou des élevages aussi
de poissons, puisqu'il y a ça aussi, des élevages de poissons qui sont des élevages industriels. Il y a de saumons qui sont en train de se développer, des fermes à saumon. Des fermes à saumon, tout à fait, je cherchais le mot. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. On ne voit même pas des fois la surface de l'eau, tellement les saumons sont collés les uns aux autres. Donc ça, non, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'il y a peut-être des points qu'on n'aurait pas abordés ? J'ai l'impression qu'on a balayé quand même pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés, qu'on aurait oublié d'aborder, ou quelque chose que vous vouliez aborder dire particulièrement, oui. Alors peut-être préciser, puisqu'on est dans le cadre d'une campagne présidentielle, la question des parrainages, puisque c'est une question effectivement qui avait été posée, que j'ai oublié de poser. Voilà. Je vous excuse. Donc la question des parrainages, c'est la clé de voûte de l'élection présidentielle, puisqu'il faut que les candidats réunissent 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et on parlait tout à l'heure des questions de démocratie et d'accès aux institutions. C'est un vrai sujet, la question des parrainages, parce que c'est un vrai chemin de croix d'obtenir des parrainages. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir de très nombreux militants qui passent un temps considérable à aller à la rencontre des élus, et tout particulièrement des maires, pour leur présenter le parti animaliste, pour leur présenter la candidature que je porte pour les animaux, sur leur temps personnel, parce que, évidemment, ils prennent leur RTT, ils prennent des jours de congé, ils passent du temps sur leur week-end, sur leur soirée. Donc vraiment, je voudrais profiter pour les remercier une nouvelle fois très chaleureusement. Et on se heurte vraiment à une difficulté parce que, comme on l'a vu en 2017, l'immense majorité des maires ne veulent parrainer aucun candidat. En 2017, c'était 3/4 des maires qui refusaient de parrainer tous les candidats. Aujourd'hui, on risque en 2022 d'avoir aussi un nombre, si ce n'est équivalent, si ce n'est peut-être supérieur, de maires qui refusent de parrainer. Nous, on avance chaque jour, on a des nouveaux parrainages, mais on n'est pas encore aux 500 parrainages, la route est encore longue. On reste optimiste et déterminé sur le fait de les avoir, mais on a encore beaucoup de travail. Donc d'ailleurs, s'il y a des maires et toutes les personnes qui connaissent des maires ou qui veulent aller voir leur maire, n'hésitez pas à aller les voir pour leur demander de parrainer ma candidature. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que notre démocratie, elle repose sur le principe du pluralisme. Et le pluralisme, ça veut dire permettre à des courants d'opinion qui sont montants, qui représentent un nombre significatif de citoyens, de pouvoir s'exprimer. Et c'est d'ailleurs le nom de votre média. Et donc, le pluralisme, ça suppose que l'on n'ait pas un filtre qui empêche l'expression de ce pluralisme politique et des courants d'opinion. Et ce qu'on voit avec les parrainages et ce refus des maires en grande majorité de parrainer, c'est qu'on assiste à une asphyxie de la démocratie. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. On va voir ce qu'il en est en 2022. Mais moi, je trouve très préoccupant que j'ai des difficultés, que tous les candidats, parce que tous les candidats se positionnent pour expliquer qu'ils ont, c'est un travail difficile, qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, à savoir des maires en grande majorité qui ne veulent pas donner leur parrainage. Et ça, c'est un vrai problème de démocratie. Et je pense que si des maires nous écoutent, on comprend les pressions qu'ils peuvent subir, on le comprend parfaitement, on sait toute la difficulté, mais il faut qu'ils puissent participer et prendre leur part à cette grande étape de la démocratie qu'est l'élection présidentielle. Et il faut collectivement porter une réforme de ce système des parrainages qui est un frein à la démocratie. Oui, d'autant plus que maintenant, ils doivent être, les parrainages doivent être publics, effectivement. C'est ça, clairement. Ouais. Il y a une question effectivement complémentaire qui était intéressante et dont on n'a pas parlé. Comment est-ce que vous avez été désignée candidate du parti ? Est-ce qu'il y a eu une primaire, une élection interne, ou est-ce que ça s'est fait Il y a eu un vote effectivement par un collège électoral au sein du parti animaliste. Très bien, voilà, ça répond parfaitement à la question. Peut-être dernière question également pour ceux qui sur Internet ou dans les auditeurs du podcast voudraient vous aider ou vous rejoindre. Donc parler au maire pour obtenir des parrainages, on a compris. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont ces gens-là peuvent vous rejoindre, vous aider ? Alors déjà, communiquer sur la campagne, relayer nos informations via leurs réseaux sociaux et évidemment nous rejoindre. Ils sont les bienvenus dans la campagne pour venir militer avec nous sur nos pages internet, sur ma page, mon site Hélène Thuy 2022 ou sur la page du Parti animaliste ou sur les réseaux sociaux. Ils peuvent nous contacter et proposer leur aide, évidemment avec grand plaisir et bienvenue à eux. Un mot pour terminer, on a évoqué le système des parrainages sur le site du Pluraliste. On retrace toute l'évolution du système des parrainages depuis 58 avec les différentes possibilités qui ont été évoquées à un moment, notamment le parrainage citoyen, idée qui a été abandonnée. Donc vous pouvez retrouver ça sur notre site et nous soutenir sur Tipeee ou directement sur notre site internet pour un don défiscalisé.
Voilà, et ben on arrive à la fin de ce live et de ce podcast. Je rappelle qu'on recevait aujourd'hui Hélène Thuy pour le parti animaliste, candidate à l'élection présidentielle 2022. Merci beaucoup Hélène Thuy. Merci à vous. Merci. Je rappelle que ce podcast vous a été offert gratuitement par Le Dranche et Le Pluraliste et que vous pouvez soutenir effectivement Le Pluraliste en les finançant directement ou Le Dranche en vous abonnant à tarif libre, à retrouver du coup sur Le Pluraliste ou ledranche.fr. Merci beaucoup à tous et une très bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.